Bonjour à tous, donc comme prévu, cette semaine je vais vous parler de mon bilan post-opératoire 1 an et demi après la sleeve gastrectomie. Pour tous ceux qui me rejoignent seulement maintenant, je m'appelle Céline et j'ai été opérée d'une sleeve gastrectomie en mars 2016. Et donc là cette semaine je vais vous parler de ma chirurgie 1 an et demi après l'intervention, comment je me sens, quel est mon ressenti, quelle a été ma perte, puisque en mars 2018, ça fera donc 2 ans, donc je ferai un point sur les 2 ans à ce moment-là. Donc là, je vais vous faire un point sur les bilans 1 an et demi jusqu'en décembre 2017, comment je me sens. Euh, pour tous ceux qui me rejoignent maintenant, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Facebook via Céline Coiffu et je suis également présente sur Instagram, Céline Sleeve. Donc n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner. C'est vrai que je suis peut-être un petit peu plus présente sur Instagram. Voilà. Euh, donc, pour en revenir sur les bilans 1 an et demi post-opératoire, déjà un premier point que j'ai pu avoir en juin 2017 grâce à une hospitalisation de jour, ma troisième hospitalisation de jour. Comme vous savez, vous allez être suivi régulièrement pour voir comment évolue votre poids. Donc, ma troisième hospitalisation de jour a eu lieu au mois de juin 2017, donc c'est-à-dire 15 mois post-op. Euh, et là, j'ai pu déjà faire un petit premier point et me rendre compte que mon poids s'était stabilisé puisque 15 mois post-op, je faisais toujours 56 kilos. J'avais arrêté de perdre du poids. Je suis descendue à 56 kilos un an après ma sleeve et 15 mois après, j'étais toujours à 56 avec un IMC de 22, donc avec 36 kilos de perdu en tout. Donc c'était bien, hein, je n'avais pas repris de poids, c'est très bien. Après, c'est vrai, peut-être un petit peu étonnée à ce que je me stabilise aussi vite. Mais bon, après, hein, nous, le corps, on ne choisit pas. Hein. Quand votre corps décide de s'arrêter, bah, il s'arrête. Et forcément, bah, il y a les premiers doutes qui s'installent aussi. Mais ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Avec cette hospitalisation de jour que j'ai eue au mois de juin, j'ai pu avoir aussi quelques premières informations sur des données plus précises en ce qui concerne ma perte. Au niveau de la masse grasse, à mon poids de départ, à 92 kg, j'avais 46,6% de masse grasse. Au mois de juin 2017, c'est-à-dire 15 mois post-op, j'étais descendue à 25,8 de masse grasse. Donc ça, c'est très bien. C'est plus de 20% de masse graisseuse perdue en tout. C'est vraiment super. La masse maigre sèche, je suis passée de 15,4% à 18,4%. Donc là, une prise de masse maigre de 3%, c'est pas énorme, mais bon, au moins j'en avais pas perdu plus, hein, comme je vous l'avais dit à mes bilans d'un an, 6 mois, un an, j'avais perdu beaucoup de muscles. Quand on perd vite du poids, on perd beaucoup de muscles, et là, 15 mois post-op, je commençais à refaire un petit peu de masse maigre sèche, donc c'est plutôt bon signe, donc j'étais remontée à 18,4%. Au niveau des mensurations, je ne suis pas quelqu'un qui prenait mes mensurations, les seules mensurations que j'ai et les seules données que j'ai, c'est en hospitalisation de jour parce qu'on nous les prend pour faire le point. Et donc là, au départ, avant la chirurgie, j'avais un tour de taille de 93 cm. 15 mois post-op, j'étais passée en tour de taille à 71 cm, ce qui est plutôt bien, ce qui fait une perte de 22 cm en tout. En tour de hanche, je faisais 121 cm de tour de hanche avant mon intervention. Et au 15 mois post-op, au mois de juin 2017, je faisais 94 cm. J'avais perdu en tour de hanche 27 cm. C'est énorme, c'est énorme. Je suis passée en taille de pantalon à un taille, si je me souviens bien, 46-48 à un taille 38. Donc vraiment, aucun regret à ce niveau-là. Alors, au bout d'un an et demi, qu'est-ce qui change? Pas mal de choses. Déjà, la chirurgie commence à moins faire son travail. On commence à avoir un petit peu plus l'habitude des portions que l'on prend et même les portions ont tendance à augmenter. C'est au bout des 15 mois post-op, quand j'ai fait le point avec les médecins, que je me suis rendu compte qu'effectivement, je pouvais manger plus durant les repas. Donc c'est vrai qu'au bout d'un an et demi, vous allez constater que vos portions vont augmenter. C'est tout à fait normal. Votre estomac va peut-être se dilater un petit peu. Rien de plus normal. Il ne faut pas en avoir peur. Surtout, essayez de respecter
cette sensation de satiété et pas retomber dans une restriction cognitive, c'est-à-dire oh là là, j'ai l'impression de manger plus que d'autres opérés, ça va pas du tout. Non, non, surtout pas de retomber là-dedans parce qu'après il y a du grignotage qui peut revenir, la faim qui peut revenir plus vite et là on aurait tendance à craquer plus vite. Mais ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, comme je vous disais, les portions, elles augmentent. C'est tout à fait normal. Un petit peu, hein, pas beaucoup, mais on constate qu'on pourrait manger un petit peu plus. Autant liquide que solide. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma vidéo peut-être juste après l'intervention ou les 3 jours après, je vous expliquais qu'au début de l'intervention, on peut vraiment pas boire beaucoup. C'est la taille, comme je vous disais, j'ai une bouteille là d'un petit bouchon d'eau. Voilà, au début on peut boire que ça, hein. Les premiers jours, les premières semaines après l'intervention, on peut boire que ça. Donc là, à 1 an et demi post-op, je ne suis pas encore à 2 ans, je vais vous montrer, on peut boire beaucoup plus aussi. Donc le petit bouchon au départ, et là maintenant je vais vous faire en direct, si je puis dire, la démonstration. Maintenant je peux boire 2 à 3 gorgées. Quand j'ai soif, j'arrive à boire beaucoup plus, ce qui prouve que l'estomac est capable de recevoir aussi beaucoup plus. Je vous le montre tout de suite. Voilà. Vraiment, je peux boire jusqu'à 3 bonnes grosses gorgées maintenant sans aucun problème, j'ai pas mal. Je vais pas boire plus parce que là je sens quand même que ça coince un petit peu là, c'est tout à fait normal, je vais pas me forcer non plus, hein, c'est pas le but de me faire mal et voilà, hein, je vais pas me dilater l'estomac pour vous, faut pas exagérer quand même, mais voilà, pour vous prouver que maintenant je peux bien boire 2-3 gorgées d'affilée sans problème, hein. Donc ça, vous pouvez reboire. Donc bien sûr, c'est pas une raison pour manger plus. Il faut toujours faire attention et toujours bien respecter ce fameux petit poids, hein, qui peut être là sur l'estomac. Donc avec cette augmentation un petit peu de quantité d'aliments, il y a aussi les compulsions qui reviennent. Ça, je vous en avais parlé, ça m'est revenu 6 mois après l'intervention, ça m'avait un peu déstabilisé. 1 an et demi après, ces compulsions peuvent toujours être là parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes que vous pouvez voir également sur les réseaux sociaux, d'autres vidéos YouTube, il y a des personnes qui ont beaucoup d'envie de sucrer, donc j'en fais partie après l'intervention et du coup on aurait en plus envie de grignoter plus que d'habitude. Donc ça, c'est vrai que moi ça m'a beaucoup déstabilisé, ça me déstabilise encore un petit peu. J'en avais parlé à l'époque à mes médecins en mois de juin et donc du coup j'ai essayé de travailler là-dessus pour me rendre compte à quel moment ces compulsions arrivaient, hein. C'est pas parce qu'on a été opéré que tout est guéri au niveau de la tête, hein, loin de là, hein. Moi, j'ai remarqué que mes compulsions alimentaires revenaient quand j'avais des moments de calme ou des moments où je pouvais m'ennuyer. Des moments de stress, des moments de coup de blues ou de fatigue, et là j'aurais vite eu tendance encore à craquer, donc il faut surtout pas. Du coup, il fallait vraiment que je retravaille là-dessus, c'était mes objectifs, hein, qui m'étaient donnés, parce que effectivement, en mangeant un petit peu plus, en ayant un petit peu plus de grignotage qui pouvait arriver, des compulsions qui pouvaient arriver, et ben il y a une espèce de culpabilité qui est revenue et en gros je commençais à retomber dans de la restriction cognitive, c'est-à-dire que je n'arrêtais plus de manger quand je n'avais plus faim. C'est-à-dire que j'arrêtais de manger quand j'estimais que bon bah non, là c'est pas possible, si je mange plus, je vais dilater mon estomac, alors que j'avais pas encore cette sensation de satiété. C'est-à-dire que je m'arrêtais alors que j'avais encore faim, et ça c'est pas bon de le faire. Alors c'est difficile à comprendre parce que on se dit oui, on mange plus, bah certes, c'est normal. Donc on a tendance à culpabiliser, à se dire c'est oh, il y a des gens ils mangent moins, donc moi je vais reprendre du poids. Non, parce que lorsque l'arrêt de la prise alimentaire est basé que sur le visuel, c'est-à-dire que vous estimez oh bah là ça va, là c'est l'équivalent de 2 pots de yaourt, je vais pas manger plus, même si vous pouvez, il faut pas retomber là-dedans parce que c'est-à-dire que vous ne mangez pas assez, vous n'avez pas la sensation de satiété et du coup vous risquez d'avoir faim plus vite dans la journée. Donc qui dit avoir faim plus vite dit gros risque de retomber dans des compulsions alimentaires et dans des grignotages. Il faut vraiment que vous appreniez à vous respecter, à respecter l'estomac et à vraiment à faire attention. Là, j'ai faim, là, j'ai pas faim. C'est pour ça que je vous dis un gros attention. Ne vous comparez pas trop aux gens qui mettent des photos de ce qu'ils mangent sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que eux, ils mangent des petites quantités que c'est ce qu'il faut manger. Vous avez peut-être tout simplement besoin de manger plus.
tout simplement. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas vous fier à ces photos. Il faut vraiment respecter votre estomac, l'écouter. Quand vous sentez que là, où je ressens une espèce de petit point, je sens que là, c'est bon, je n'ai plus faim, je sens que je ne peux plus mettre une bouchée en plus, vous arrêtez. Si vous sentez que vous pouvez encore un petit peu manger, que vous avez encore faim et que bah mince, j'ai l'impression de manger plus, bah tant pis. Mangez une, peut-être 2 cuillères en plus, il n'y a peut-être pas besoin de beaucoup plus, mais au moins vous serez bien rassasié et vous risquez moins d'avoir faim plus vite et donc du coup de retomber dans des compulsions alimentaires. C'est pour ça que, entre parenthèses, moi, vous ne verrez jamais, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou que ce soit sur mes réseaux sociaux, vous ne verrez jamais de photos de ce que je mange. Parce que je ne veux surtout pas que vous partiez dans de la comparaison. Le but de la chirurgie, le but des médecins, c'est que vous arriviez vous seul à trouver le moment où vous n'avez plus faim. C'est que vous arriviez vous seul à juger, là oui j'ai assez mangé, là j'ai trop mangé, je sens que j'ai été trop loin. Il ne faut surtout pas vous comparer, vous fier aux autres. N'oubliez pas que chaque personne est unique, qu'on a tous une manière différente de réagir, même à la perte de poids, même à la prise de poids, donc même aussi sur la sensation de faim. Donc surtout évitez de tomber dans ces comparatifs qui sincèrement ne servent à rien et qui peuvent vous amener à vous sentir peut-être plus faible que les autres, moins méritant que les autres parce que vous mangez plus alors que ça ne veut absolument rien dire. Voilà, ça c'est très important. Il fallait vraiment que je fasse, du coup avec les médecins on en avait parlé, il fallait vraiment que je fasse attention à ça et pas culpabiliser et comme je vous l'avais dit même déjà au bilan d'1 an à assumer les grignotages, hein. C'est normal d'en avoir un petit peu bien sûr, hein, avec modération. Fallait aussi que je travaille du coup parce qu'avec ces portions qui augmentent sur la vitesse de mastication parce que c'est vrai qu'au bout d'1 an et demi d'intervention, le naturel a tendance à revenir un peu au galop. Si vous aviez tendance à manger vite avant, vous aurez tendance à peut-être accélérer les coups de fourchette quand vous serez habitué à votre estomac et donc là c'est aussi un piège. Alors moi je commence à réfléchir parce que je me rends compte vraiment là fin 2017 que j'aurais tendance à manger plus vite. Donc j'ai peut-être pensé, vous avez sûrement dû voir ça, peut-être acheter une fourchette connectée ou quelque chose comme ça. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ce que j'en pense, mais je sais qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont donné leur avis dessus, qui sont plutôt favorables d'ailleurs. Donc je pense que j'achèterai une de ces fourchettes connectées les semaines à venir pour essayer de manger un peu moins vite parce que oui, j'aurais tendance à, même en essayant de faire attention, j'aurais tendance à manger plus vite. Donc ça faisait partie des objectifs qui m'étaient donnés en vue de la prochaine hospitalisation de jour qui sera donc là, moi, fin février, début mars, hein, pour les 2 ans. Il faut vraiment que je travaille encore là-dessus. Du coup, à la fin de cet HDJ au mois de juin, 15 mois post-op, comme je vous disais, mes objectifs, c'était, comme je vous disais, donc là tout de suite la mastication, qu'il fallait que je ralentisse, fallait que je mange plus doucement. Arrêter de manger quand je ressens la sensation de satiété et puis sur le visuel, vraiment faire plus attention à mes sensations de l'estomac et pas de retomber dans une restriction cognitive qui n'est pas bonne, hein, voilà, et qui pourrait nous refaire retomber dans des troubles du comportement alimentaire. Il faut assumer les grignotages, les envies, les grignotages. Bon bah certes, oui j'ai faim, oui j'ai envie d'un petit chocolat, oui là en plus période de Noël arrive, j'appréhende un peu parce que oui, les chocolats, la bûche de Noël, les petits gâteaux, le plaisir, allez, on est en famille, on se retrouve, on oublie un petit peu les bonnes résolutions, si je puis dire. Donc là, j'ai un petit peu peur. Bon, voilà, ça va arriver, je le sais. Je vais être tentée par 1 ou 2 chocolats, je le sais. Je vais pas me leurrer. Je suis quelqu'un qui est assez axé sur le sucré, donc bon, je sais que je vais craquer. Bon, après, voilà, il va falloir que j'arrive à me modérer, mais c'est pas une raison pour non plus me flageller parce que j'ai pris un chocolat. Ça ne sert strictement à rien. Donc ça va falloir que je travaille dessus et augmenter toujours encore l'hydratation parce que même à 1 an et demi, les 1,5 litre d'eau, j'ai encore, et ça je pense que j'aurai toujours beaucoup de mal à y arriver parce que ne serait-ce que même avant la chirurgie, je n'étais pas quelqu'un qui buvait énormément. Ensuite, au niveau du sport, donc 1 an et demi après l'intervention, j'étais toujours à 2 séances de sport par semaine, de la Zumba et de l'aquabiking, que je faisais régulièrement. Ça a été un petit peu arrêté parce que le problème de l'activité sportive mise en place, notamment en groupe ou dans les MJC, etc., il y a les vacances scolaires. Et durant les vacances scolaires, il n'y a pas de cours. Donc c'est vrai qu'à partir de juillet-août, je n'ai plus eu de cours. Et donc là, il a été très difficile de maintenir une activité
activité physique régulière. Parce que même si l'aquabiking, j'avais l'occasion de pouvoir le continuer, la Zumba, non. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution pour combler ce manque. Au mois de juillet, je me suis mise à courir une fois par semaine, en plus de l'aquabiking que je continuais. Donc ça, c'était une bonne chose. Donc j'ai continué le sport. Et donc en septembre, je n'ai pas repris la Zumba. Mais par contre, j'ai augmenté mes séances d'aquabiking parce que je me suis rendu compte que vraiment, c'était quelque chose qui me faisait du bien. Je voyais vraiment les résultats au niveau musculature, vraiment physiquement, je voyais que mon ventre se musclait plus. Enfin, au niveau du ventre, j'ai vraiment pas à plaindre, j'ai pas la peau qui tombe. Euh, Peut-être un petit peu au niveau des cuisses et des fesses, et je me rends compte que vraiment l'aquabiking là-dessus m'aide beaucoup. Donc j'ai arrêté la Zumba et j'ai augmenté l'aquabiking, et maintenant à l'heure actuelle, donc le running, j'ai pas abandonné, j'ai juste mis en stand-by le temps que le printemps revienne, on va dire ça comme ça, et pour compenser donc du coup la manque de Zumba que je n'ai plus et le running que je ne fais plus durant l'hiver, et ben du coup j'ai augmenté mes séances d'aquabiking à 3 fois par semaine. Donc en général les soirs et une fois dans le week-end. Donc ça, le sport par contre, c'est quelque chose que j'ai mis en place doucement. Ça n'est pas venu tout de suite, je crois que c'est seulement au bout des 6 mois où j'ai vraiment commencé à faire du sport très régulièrement. Mais par contre maintenant, j'y prends énormément de plaisir et je ne pourrais plus du tout m'en passer. Même quand je suis fatiguée, parfois j'ai du mal, enfin les gens qui me suivent un petit peu sur Instagram, parfois je fais des stories, il y en a une que j'ai faite il n'y a pas longtemps où j'étais vraiment fatiguée. En ce moment, période de Noël, on est comme tout le monde, en plus moi mes filles sont nées en décembre, donc j'enchaîne les anniversaires, les périodes de Noël, etc. C'est une période extrêmement fatigante. Moi je suis fatiguée, mais malgré cette fatigue, je me force quand même à maintenir mes séances de sport, à moins d'être vraiment malade et de vraiment pas pouvoir y aller. C'est vraiment la seule chose qui pourrait m'arrêter, c'est d'être malade. La fatigue ne m'arrête pas. Je fais quand même ces séances de sport parce que je sais que c'est la clé de la réussite. Ne vous dites pas que la chirurgie fait tout, ne vous dites pas parce que c'est parce que je mange moins que mon poids va rester bas, que je ne vais pas reprendre. Non, le sport fait énormément et ça, faut surtout pas que vous lâchiez. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que vous mettiez en place à vie. Le sport, le sport, le sport. Je le redis, hein, et je le redis pourquoi? Parce que je sais que ça n'est pas facile. Je n'étais pas quelqu'un de très sportif non plus auparavant, ça a été compliqué. J'ai eu, comme beaucoup d'entre vous tous, des mauvaises expériences, des mauvais souvenirs à l'école avec le sport, etc. Mais maintenant, franchement, je ne pourrais plus du tout m'en passer. Quand on arrive vraiment à trouver le sport qui nous plaît, quand on commence à rencontrer des gens, je vous avoue que ça fait un bien fou. Donc vraiment, continuez sur cette lancée. Surtout pas arrêter. Alors, actuellement, maintenant on va quand même parler de maintenant. Donc là, ça fait un peu plus d'un an et demi. Nous sommes au mois de décembre 2017. Ça fait donc 20 mois que je me suis fait opérer de la sleeve. Ça n'a fait donc pas tout à fait 2 ans. Ça fera 2 ans au mois de mars 2018. Je ferai un bilan aux 2 ans pour vous dire où j'en suis. Actuellement, par rapport au mois de juin, je suis redescendue encore un peu. J'ai continué encore à perdre, vraiment pas grand chose, mais un tout petit peu. Et je varie actuellement entre 54 et 55 kilos. Alors c'est vrai que je vous avoue que dès que je recommence à remonter un petit peu sur la balance, dès que je vois que je suis à 55, je fais tout pour redescendre en dessous. Je suis contente parce que c'est l'objectif final idéal, le poids idéal que je m'étais donné avant l'intervention, donc j'y suis, c'est très bien. Je ne vais pas vous cacher que on a beau être arrivé à son poids idéal, il y a le piège de on veut toujours perdre plus. Moi, quand je suis arrivée à mon objectif, à mes 55 kilos, je me suis dit, et pourquoi pas si je descendais à 50? Ce serait bien pour 1m58. On voit tellement de personnes qui descendent peut-être plus, etc., qu'on peut être attiré par ce côté-là à vouloir perdre plus. Alors attention, parce que ce serait repartir dans... moi, j'estime que mon corps, il est descendu à 55 kg, il s'est arrêté à 54-55. C'est très bien, s'il ne veut pas perdre plus, c'est que c'est son poids de forme. Perdre plus impliquerait de se restreindre, de repartir dans des régimes et donc là, de le forcer à reperdre. Et il ne faut surtout pas forcer le corps, il ne faut surtout pas
le remettre en famille parce qu'après il va se venger plus. Donc je préfère limite rester à ce poids-là, dans lequel je suis vraiment très bien et ça, je pense que ça sert à rien que je perde de plus. Il faut vraiment se dire on est arrivé à notre objectif, si je perds plus c'est très bien mais ça sert à rien non plus de devenir maigre, hein. C'est pas le but, hein. Surtout là je parle pour toutes les mamans. Alors quand on est encore dans les 20 ans, dans la vingtaine d'années, je peux comprendre qu'on puisse vouloir entrer dans une taille 34 ou 36. Faut pas oublier que bon bah moi personnellement j'ai une grossesse, en plus une grossesse gémellaire, c'est-à-dire j'ai eu des jumelles, hein, j'ai eu deux bébés, donc faire une taille 34, je me fais pas d'illusions, à 35 ans, je pense pas que je l'atteindrai tout simplement parce que j'ai donné naissance à des enfants. Et comme beaucoup de mamans, et ben forcément on a les hanches qui se sont élargies et rentrer dans du 34 paraît compliqué. Donc il faut aussi prendre l'histoire de chacun, prendre l'âge de chacun. Voilà, faut pas se leurrer, je ne pense pas que je rentrerai. Alors dans un 36 peut-être parce que je rentre dans certains 36, mais dans un 34, je me fais pas d'illusions, j'y arriverai jamais, hein. Donc voilà. Pour être un petit peu plus précise pour ceux que ça intéresse, donc en haut, actuellement je mets une taille 36 XS, hein, voilà. Et au niveau du bas, je fais une taille entre 36-38. Mes jeans, c'est du 27, hein, par exemple. Hein, les tailles américaines, je mets du 27. Donc je suis vraiment entre la taille 36-38. Je mets du M. Entre le S et le M, plus du M. Hein, je ne vais pas vous mentir, plus du M en bas que du S. En tour de taille, au niveau des centimètres, j'ai beau pas avoir perdu beaucoup de poids par rapport au mois de juin, j'ai quand même continué à perdre des centimètres. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et je suis convaincue que c'est grâce au sport. Donc en tour de taille, comme je vous disais avant l'intervention, j'étais à 93 et là, de 71 cm au mois de juin, je suis passée à 68 cm, ce qui fait une perte totale de 25 cm en tour de taille, ce qui est vraiment super. Et en tour de hanche, avant intervention, je faisais 121 cm, je suis passée à 91 cm là au mois de décembre 2017 et donc j'ai perdu 30 cm en tour de hanche, donc c'est super. Voilà, rien à redire là-dessus. Donc c'est vrai que les centimètres sont intéressants. Comme je vous disais, les centimètres, c'est pas quelque chose auquel je faisais attention, mais c'est vrai que là, je l'ai pris exprès pour se faire la vidéo. J'ai pris mes mesures hier soir et j'étais heureuse de constater que j'avais perdu encore des centimètres par rapport au mois de juin. Voilà. Par rapport aux douleurs, actuellement, je n'en ai plus. 1 an et demi après l'intervention, plus tellement de douleur. Parfois, toujours quand même la cuillère en trop, surtout lorsque je n'ai pas beaucoup bu durant la journée. C'est vrai que là, quand il y a eu un manque d'hydratation dans la journée, il est clair que je suis beaucoup plus vite rassasiée et j'aurai peut-être plus vite mal quand je mange la cuillère en plus qu'il ne faut pas. Les repas en soi restent parfois compliqués. Je ne vais pas vous dire le contraire, quand je suis toujours avec mes filles, avec mon mari, c'est compliqué. Malgré tout, je me force quand même à manger avec eux et pas de manger avant ou après, parce que je ne veux pas que la chirurgie influence sur ma vie de famille. Surtout pas. Je ne veux pas qu'elle m'isole de mes proches. Donc c'est pour ça que je continue à faire mes repas avec eux, même si parfois c'est compliqué. J'estime que bah, comme je vous dis, la vie, c'est pas s'isoler de ses proches pour éviter de reprendre du poids. C'est pas, ça n'est pas refuser des invitations avec des amis de peur de reprendre du poids. Ça n'est pas refuser un chocolat de peur de reprendre du poids. La vie, c'est pas ça, hein. La vie est faite aussi de plaisir. Ça fait partie de la vie. Il faut savoir aussi prendre ces bons moments-là. C'est ce qui va faire que vous allez avoir une vie heureuse et épanouie. La perte de poids ne va pas tout faire. Il y a des gens qui ont perdu du poids, ils n'en sont pas plus heureux pour autant, hein. Voilà. La vie et le bonheur, c'est aussi les bons moments, les bons petits plats, savoir profiter d'un instant avec ses enfants, avec son mari, même si bah, tant pis ça implique des temps de pause dans le repas. C'est savoir aussi profiter des moments en famille, c'est savoir prendre un chocolat avec une amie, un chocolat chaud, actuellement il fait un peu plus froid. Voilà, ça fait partie aussi des moments de bonheur et qui fait qu'on est heureux dans sa vie. Donc je ne veux surtout pas que la chirurgie influe sur mon bonheur et c'est pour ça que même si parfois c'est encore compliqué du fait que mes enfants puissent un peu m'accaparer durant les repas, je continue quand même à manger avec eux. Voilà.
Exemple concret aussi sur le fait que je ne veux pas que la chirurgie influence sur mes repas, parce que le but c'est quand même de redevenir entre guillemets, si je puis dire, comme tout le monde, et donc partager des moments comme tout le monde. Et donc je ne fais pas partie non plus de ces opérés qui pèsent leurs aliments. Ça vous le savez peut-être pas, je vous le dis maintenant, parce que c'est vrai que j'en vois beaucoup, je n'ai jamais pesé mes aliments. À la clinique du Chalonnais, les 3 semaines après l'intervention, c'est une des choses qu'on vous apprend. On vous apprend à gérer vos quantités sur le visuel dans votre assiette, quitte à prendre une assiette à dessert pour se servir moins, et sur le ressenti vraiment du point de vue de l'estomac. Et surtout de ne pas, comment dire, alors oui, au début, il y a peut-être un petit peu de gâchis, mais surtout de ne pas avoir peur de gâcher. Alors c'est vrai qu'on a été élevé, alors moi en plus, ça c'est clair que j'ai été élevée comme ça, surtout il fallait toujours finir son assiette, surtout pas gâcher. J'ai été élevée comme ça, vraiment, je pense que je suis pas la seule. Mais là maintenant, à la clinique du Chalonnais, vraiment le but c'était de vous apprendre à laisser dans l'assiette. Vous n'avez plus faim, vous n'avez plus faim. Vous n'allez pas vous forcer à manger pour faire plaisir aux autres. On apprend très vite à savoir ce qui nous suffit au niveau quantité. Donc non, moi je n'ai jamais pesé mes aliments. J'essaye comme ça, quand je suis avec des amis, tout ça, je ne suis pas perdue et je ne suis pas paniquée parce que j'ai pas ma balance avec moi. Le but est à la clinique du Chalonnais, le but c'était vraiment de retrouver une vie entre guillemets dite normale le plus rapidement possible. Voilà, tout en réintégrant de très bonnes habitudes alimentaires et que ce fasse partie intégrante de notre vie, de la vie avec nos proches. Vraiment, il faut que ça fasse partie intégrante de ça. Si vous, ça vous aide, bah écoutez, tant mieux. Mais moi, en tout cas, voilà, je me suis jamais servi d'une balance pour gérer ce que je prenais. Tout a toujours été au visuel, c'est tout. Voilà. Alors, comme je vous disais, au bilan des 1 an, je n'avais toujours pas eu de vomissement. Et ben ça m'est arrivé 1 an et demi après. Alors, comme quoi, on se dit que c'est un risque qui peut arriver très tôt dans la chirurgie. Et ben non, moi, elle est arrivée assez tard. Mon premier vomissement, et ça a été le seul, a eu lieu au mois de septembre de cette année 2017, donc plus d'1 an et demi après, vraiment 1 an et demi après l'intervention. Donc ce repas-là, c'était un soir, j'étais donc avec mon mari, mes filles qui étaient plutôt demandeuses, assez stressées. Je n'avais pas beaucoup bu durant cette journée-là. Je commence à manger, mes filles m'interrompent régulièrement durant mon repas et au bout d'un moment, je prends la cuillère de trop qu'il ne faut pas. Alors je le sens tout de suite parce qu'elle me reste sur l'estomac, elle reste là, elle ne descend pas. Et plus le temps passe, plus cette bouchée de trop me fait mal. Mais vraiment mal à l'estomac, comme une grosse brûlure, comme même une déchirure, je sens que ça coince, vraiment. Comme au tout début, quand on a du mal à manger, ou les premières sensations vraiment de douleur, les premières douleurs qu'on peut avoir au tout début de la chirurgie, j'ai retrouvé exactement cette même sensation, avec les palpitations qui vont avec, un certain stress, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et d'habitude, je marche, je fais autre chose, au bout de 5-10 minutes, ça passe. Et là, cette douleur-là ne passe pas, elle s'intensifie. Je ne peux plus boire, même en buvant une gorgée d'eau, je me dis, je sais pas, ça doit coincer au niveau de l'œsophage, il faut que j'arrive à descendre. L'eau ne passe pas, cette bouchée-là ne passe pas, et j'ai de plus en plus mal. Donc on couche mes filles avec mon mari. Donc j'ai commencé à avoir mal, il devait être quoi, 20 heures, un truc comme ça, et à 21 heures, la douleur qui continue d'être là, et là vraiment mal. Pourtant je suis pas quelqu'un de douillette, mais là vraiment très très mal. Ça s'intensifie et mon mari commence à s'inquiéter et se dit attends la Céline, c'est la première fois que je te vois quand même avoir mal à ce point. Est-ce que, il faudra peut-être essayer de vomir, tout ça. Donc je pensais que si c'était la bouchée de trop, ça remonterait tout seul. Là, ça remontait pas et je sentais bien qu'il fallait que je me fasse vomir pour que cette douleur s'arrête, sauf que je déteste ça. Je ne suis pas quelqu'un qui, dans sa vie, s'est fait vomir ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment une sensation que je déteste, même quand je suis malade avec, je sais pas, une gastro-entérite. Vraiment, vomir, c'est vraiment très douloureux pour moi. C'est vraiment une sensation violente à laquelle j'ai beaucoup de mal à faire face. Et donc là, me faire vomir volontairement,
je voulais pas, ça me faisait paniquer, donc en plus, du coup, paniquer, encore plus stressé, encore plus angoissé, donc plus serré, donc encore plus mal. Et c'est mon mari qui m'a dit, écoute, c'est il faut absolument là que tu te fasses vomir, parce que si tu te fais pas vomir, enfin moi je t'emmène directement aux urgences, il y a un truc qui va pas. Voilà, donc j'ai essayé, impossible. Ça venait pas. J'ai essayé aux toilettes. Excusez-moi, hein, je rentre dans les détails, mais bon, hein, je suis pas là pour vous mentir, hein, donc j'y arrivais pas. Et à un moment donné, peut-être le contexte des toilettes faisait que ça m'angoissait plus. Je suis allée dans la cuisine et je suis restée en position debout et j'ai essayé donc de me faire vomir en position debout dans l'évier de la cuisine. Et là, effectivement, j'ai réussi. Et alors, il est sorti un truc à laquelle je m'attendais vraiment pas. Une espèce de substance gélatineuse blanche qui m'avait bouché en fait tout l'estomac, quoi. Alors, je pense que c'est ce qui est arrivé parce qu'on m'avait plus ou moins expliqué avant l'intervention des risques, des douleurs qu'il pouvait y avoir. Et cette substance-là qui s'explique parce que quand j'ai réfléchi par la suite au déroulant de ma journée, je sais que je n'avais pas beaucoup bu. Et quand on ne boit pas beaucoup, quand on a la sleeve, on salive. Et la salive, du coup, on la stocke dans l'estomac. Elle reste dans l'estomac, elle stagne dans l'estomac. Et au bout d'un moment, ça peut créer une forme de mousse qui peut aussi se transformer un peu du coup en gélatine et qui fait que si on ne sait pas assez rincer l'estomac dans la journée, donc si on n'a pas assez bu, ça forme cette espèce de substance qui bloque tout le passage. Et effectivement, quand je vous dis bloquer, je ne vous mens pas, cette substance du coup que j'ai réussi à régurgiter et qui est tombée dans mon évier de cuisine a réussi quand même à boucher l'évier de la cuisine. C'est-à-dire que même l'eau qu'on mettait pour rincer n'arrivait plus à descendre dans le siphon. Donc vous dire à quel point dans l'estomac, ça faisait exactement la même chose, c'est-à-dire que j'avais beau boire, j'avais beau manger, plus rien ne passait, ce qui fait que j'avais de plus en plus mal. Et j'ai dû vomir plusieurs fois dans la soirée et cette nuit-là pour pouvoir arriver à bout de cette substance, arriver à m'en débarrasser totalement et pour pouvoir enfin ne plus avoir mal. Donc je n'ai pas été jusqu'aux urgences quand même, je ne me suis pas déplacée. Dès le premier vomissement, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup mieux, que tout de suite, je n'avais plus cette douleur et ce poids qui me déchirait l'estomac. Mais j'ai vraiment eu très très mal. Et ça, c'est arrivé 1 an et demi après mon intervention, comme quoi, vous voyez, ça peut arriver même encore 1 an et demi après. Donc maintenant, je fais très attention. Autant vous dire que ça m'a fait une bonne piqûre de rappel et que maintenant, j'essaie de m'hydrater le plus possible dans la journée. Je respecte toujours ce temps de pause, d'arrêter l'hydratation avant le repas, une demi-heure avant et une demi-heure après. Et surtout de ne pas insister avec la cuillère en trop. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça ne sert à rien d'insister, hein. Vraiment, là je me suis, à moi et à mon mari, j'ai fait vraiment très peur ce soir-là. Donc du coup, oui, comme quoi 1 an et demi après, la chirurgie est toujours là, hein. Votre estomac est toujours petit et il y a toujours effectivement des effets secondaires. Ça c'est sûr. Au niveau des compléments alimentaires, actuellement je suis toujours à de la vitamine B12 une fois par semaine en ampoule et à de la vitamine D une fois par mois parce que c'est vrai que je suis plutôt carencée à ce niveau-là, donc j'en ai toujours une fois par mois aussi. J'avais arrêté la zinc, les compléments alimentaires, les vitamines, 1 an post-op et je me suis ressentie très vite fatiguée. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, la zinc, là, je l'ai repris surtout avec le retour du froid, etc. Je l'ai repris parce que j'avais vraiment des gros coups de fatigue. Donc, je sentais qu'il me fallait encore ce complément alimentaire-là. Et c'est vrai que depuis que je reprends la zinc, ça va beaucoup mieux. 1 an et demi après également, ce qui me perturbe encore, c'est cette envie de sucre qui est toujours là et qui revient. Quand j'ai faim, j'ai pas forcément envie d'un bout de fromage avec un morceau de pain, j'aurais plus envie du carré de chocolat. Donc ça, c'est vrai que ça me déstabilise beaucoup. Et donc là, j'ai vu une vidéo YouTube, je me permets de la citer, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Euh, c'est la sleeve de l'eau, ça doit être Papa et Maman Testeur sur YouTube. C'est une fille que je trouve super, vraiment. J'ai pas eu l'occasion de lui dire, je lui dirai, enfin, si elle voit ma vidéo, comme ça elle le saura. Mais c'est une fille que j'ai suivie avant de me faire opérer et que je suis encore un petit peu maintenant parce qu'elle refait quelques vidéos ces derniers temps et notamment des vidéos sur le retour du sucre, l'envie de sucre. Et je sais qu'elle a fait ces derniers une cure de presque 1 mois sans sucre et elle raconte les bienfaits que ça lui a
apporter et du coup elle donne aussi des petites astuces et notamment des compléments à prendre avec ces envies de sucre qui sont revenus et qui est mon cas aussi, qui doit être du safralite et de l'arco-gélule contre la glycémie, c'est un duchrome en fait, hein, qui peut canaliser effectivement ces envies de sucre. Donc j'ai commencé pas très longtemps, hein, ça fait depuis hier, hein, donc vous voyez c'est très récent, à prendre ces gélules là. Je vous en parlerai dans une vidéo ultérieure pour vous dire mon ressenti, si pour moi ça a calmé ces compulsions. Je l'ai fait en voyant les vidéos de Laurence. J'ai suivi ses conseils, je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais essayer, je ferai un retour là-dessus d'ici quelques temps pour vous dire si ça marche ou pas. Voilà. Donc il y a aussi ces deux choses-là que je prends. Donc aussi des gélules qui s'appellent safralite et de l'arco-gélule contre l'envie de sucre. Voilà, que je prends aussi en complément depuis hier. Hein, voilà. Donc pour conclure sur ce bilan des 1 an et demi, presque 2 ans, j'essaie de ne pas trop me prendre la tête, j'essaie de ne pas trop me dire attention bientôt les 2 ans vont arriver, tu peux avoir un rebond pondéral, ça j'essaie de pas trop y penser. Pour me permettre de ne pas trop me paniquer avec ça, c'est vrai que je continue beaucoup le sport, c'est vrai que j'ai peur de reprendre du poids, notamment là avec les fêtes qui arrivent, par exemple je pense comme nous tous on appréhende tous un petit peu les repas de famille qui vont arriver, donc c'est vrai que là je compte beaucoup sur le sport pour ça. Après voilà, je vais pas non plus m'interdire complètement le sucre durant ces repas là, pour moi voilà, le but c'est de passer des bons moments en famille et de pas de me prendre la tête en tout cas avec ça. Je vais quand même faire attention, être modérée, et pour ça je fais confiance à mon bébé estomac. Voilà, c'est ce que je pense, à mon avis, c'est le meilleur conseil que je puisse même me donner à moi-même. C'est voilà, dès que je sens euh, que je suis rassasiée, que j'ai pas trop plus d'envie que ça sert à rien de prendre le chocolat si j'en ai pas plus envie. Ça sert à rien de prendre le chocolat en plus si je sens que j'ai des palpitations qui arrivent, du style d'un dumping syndrome, parce que ça m'arrive encore d'en avoir quelques-uns. Donc voilà, je me fais confiance et je fais confiance à bébé estomac pour le coup. Je veux pas me prendre la tête. Donc voilà, le sport, essayer de ne pas me prendre la tête vis-à-vis de craquages qui pourront arriver, qui peuvent arriver et qui peuvent d'autant plus arriver durant ces périodes de fête. Et essayer de faire attention à la cuillère en trop, malgré tout, parce qu'elle peut arriver plus souvent au bout des 1 an et demi, 2 ans post-opératoire. Et surtout, cette cuillère en trop, si elle arrive trop régulièrement, elle peut faire que l'estomac se redilate. Et ça, faut surtout pas. Donc vraiment faire très très attention à cette cuillère-là qu'on aurait tendance à prendre par gourmandise en fin de repas plus que par faim. Voilà, donc ça vraiment, je continue à travailler là-dessus. Surtout, j'essaie de ne pas me laisser aller, il faut surtout pas se démotiver dès qu'on a craqué, ça sert à rien. Repartir sur des bonnes bases dès le lendemain, compenser au repas suivant, si on a pris un petit chocolat, et vous partez sur un yaourt classique et pas une part de gâteau au repas suivant, ça paraît logique. Respecter ces règles hygiéno-diététiques qui fait que la chirurgie va continuer à marcher, hein, tout simplement. Du coup, conclusion, je ne regrette absolument pas la chirurgie. Même si on peut reprendre du poids, parce que j'ai des gens sur YouTube, j'ai parlé du rebond pondéral il n'y a pas très longtemps, qui m'ont dit mais est-ce que ça vaut le coup de se faire opérer alors qu'on peut reprendre du poids? Oui, ça vaut le coup de se faire opérer, ça vous change la vie. Même si vous reprenez un petit peu de poids, je ne dis pas que vous en reprendrez pas, il y en a qui en reprendront. Vous êtes suivi par des médecins, il ne faut pas hésiter à leur demander conseil. Il faut profiter de cette chirurgie pour vous motiver. Vous avez perdu beaucoup de poids, moi de me voir dans le miroir, voir les photos, voir que je peux m'habiller n'importe où, est une source de motivation qu'on n'a pas forcément avec des régimes classiques parce qu'on perd trop lentement et c'est difficile de durer dans le temps, hein, ces bonnes habitudes alimentaires. Là, on arrive à les maintenir dans le temps, ces bonnes habitudes alimentaires, celles qui ne nous font pas reprendre du poids, parce qu'on a perdu assez de poids pour être motivé pour continuer à garder le physique qu'on a là. Et il faut vraiment se servir de cette chirurgie comme ça, c'est-à-dire que la motivation qu'elle vous a donnée en perdant beaucoup de poids rapidement, en arrivant à un corps qui vous plaît, en arrivant à mettre des vêtements qui vous plaisent, en arrivant à vous donner une image de vous-même qui vous rapporte une certaine dignité, un certain respect et une certaine confiance en soi que vous n'aviez plus, et faut profiter de cette motivation-là pour continuer sur le long terme ces nouvelles règles hygiéno-diététiques qu'on a du mal à maintenir avec un simple régime. Donc oui, ça vaut le coup de se faire opérer.
moi je ne regrette en rien. Effectivement, il y aura toujours cette petite peur de est-ce que je vais reprendre du poids, ça je ne sais pas et j'espère de ne pas m'en cacher, en tout cas vis-à-vis de vous, dans les mois ou les années à venir si c'est le cas, parce que ça fait partie de la vie et que moi le but de ces vidéos, même si je les ai commencées assez tard, hein, je ne les ai pas commencées tout de suite après, avant ou après mon intervention, le but c'est pas de mentir non plus, si je reprends du poids je vous le dirai aussi, mais ce qui est sûr c'est que si je reprends mes mauvaises habitudes alimentaires, si je ne continue pas mon activité physique, il est clair que je reprendrai du poids. Moi je n'ai pas envie, j'ai toujours la motivation, elle est toujours là, voilà, il n'y a pas de raison que j'en reprenne non plus si je fais attention, hein. Il n'y a pas de raison que vous en preniez non plus si vous faites attention et si vous arrivez à appeler à l'aide du moment où vous sentez que vous reprenez, hein. Je sais, c'est pas facile à dire, mais voilà, faut pas avoir peur de ce rebond pondéral. Donc voilà pour cette petite vidéo. Prochaine vidéo que je vais vous faire là probablement durant les vacances de Noël, elle va pas durer très longtemps puisque ça va être le diaporama qui récapitule tous ces mois passés, l'évolution avec la chirurgie avant, pendant et jusqu'à là, la fin 2017. C'est vrai que les photos sont très parlantes donc voilà, je vous mettrai ce diaporama en ligne sans doute durant les vacances de Noël. Et puis à partir de 2018, le format de mes vidéos vont changer un petit peu, c'est-à-dire que je ne vais plus vous parler seulement de mon évolution. Là, ce sera vraiment des vidéos qui seront vraiment plus sur des thèmes beaucoup plus précis, du style comment j'ai géré le retour des fringales, l'envie de sucre, comment j'ai annoncé à mon entourage la chirurgie, comment mon entourage le vit maintenant. Voilà, ce sera des vidéos, je pense, un peu moins longues, avec des thèmes beaucoup plus précis et donc un format de vidéo peut-être un petit peu plus travaillé, un petit peu plus rigolote que les simples bilans et mon évolution, hein. Le but de ma chaîne, c'était vraiment de partir sur ces vidéos-là. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant parce que c'était vraiment pour moi important de vous raconter la base de mon histoire, mon évolution et mes bilans. Pour moi, ça me semblait important parce que c'était ce que vous me demandiez au départ suite au reportage France 3, donc je l'ai fait. Mais c'est vrai que sur 2018, je partirai sur des vidéos effectivement beaucoup plus précises et je m'attaquerai beaucoup plus profondément à des sujets sur la chirurgie bariatrique. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo sur mes bilans des 1 an et demi, presque 2 ans, vous aura plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit rond qui apparaît là juste au-dessus de mon doigt. Et puis si vous voulez revoir la vidéo sur les bilans des 1 an, je vous invite à revoir la vidéo précédente sur mon doigt au-dessus. Et surtout, n'oubliez pas que la chirurgie n'est qu'un coup de pouce, qu'elle n'est pas une opération miracle. Je vous dis à très bientôt.